So I'm thrilled that Chef Marks could be here today because, you know, chefs are the celebrities of the food world and play such an important role in shaping our cuisine, our culture around cuisine, and bringing us the wonderful dishes that we, in many ways, build our lives and social lives around. And thankfully, chefs like Thierry Marx are addressing the challenge of bringing wonderful food to their customers and at the same time trying to be more thoughtful about the sustainability of those items. And you know, there are a number of chefs out there in the US, Dan Barber is a good example. And I think it would be great to just get your perspective on some of the things that you've been trying to do within your own kitchen to make your dishes more sustainable. And then we can get into conversation a bit from there. Merci pour cette question, c'est très intéressant. Que faire pour faire que notre cuisine soit plus pérenne et plus responsable? Il faudrait d'abord définir ce qu'est un bon produit. Et c'est vrai qu'on ne se penche jamais suffisamment sur cette question dans mon métier et en tant que consommateur. Je pense qu'il est urgent de définir ce qu'est un bon produit, son impact social et son impact environnemental. Une fois que vous avez cette échelle de valeur, le prix n'est pas une valeur, mais vous pouvez de fait impacter une meilleure cuisine et une cuisine plus durable. Tant que vous ne faites pas ça, eh bien, vous avez des effets, des mots d'estrade, mais vous n'impactez pas sur le devenir de cette planète. Donc avec quelques chefs, bien sûr, mais quelques consommateurs, et ils sont de plus en plus nombreux, nous définissons aujourd'hui ce qu'est un bon produit, son impact social et son impact environnemental, pour que le consommateur devienne un militant. Si nous ne faisons pas des consommateurs des militants, alors ça va être très très compliqué d'empêcher l'industrie qui, elle, est déjà bio, de fait. Ouais. Donc, qui a compris qu'elle ne pourrait pas se sortir de ce bio, donc elle est déjà depuis 10-15 ans impliquée dans l'agriculture bio et dans l'industrie bio. Donc aujourd'hui, il faut être 200% bio. Et pour être 200% bio, il faut mesurer son impact social et son impact environnemental en tant que consommateur. Après, nous les chefs, nous avons un axe qui date de l'Antiquité grecque quand on fait la cuisine, c'est plaisir, bien-être, santé. D'accord. Talk to me a little bit about the challenge of trying to educate the customers that come into your restaurant in a way that allows them to be more appreciative of the sustainable options that are being put in front of them while still allowing for them to be immersed in a wonderful experience that a restaurant like yours would provide. Pour convaincre le client, c'est une seconde partie. Il faut d'abord convaincre les collaborateurs de changer les méthodes de travail, de changer les méthodes d'apprentissage. Si vous prenez l'école hôtelière en France, on vous dit que pour un bar, si basse comme ça, c'est 70% de perte. Or que quand vous travaillez au Japon et que vous apprenez à découper du poisson, on vous dit qu'il y a 0 perte. Donc c'est le changement absolument nécessaire de la méthode d'apprentissage de nos collaborateurs dans ce métier. Ensuite, le client, il veut voir la main qu'il nourrit et comprendre ce qu'il a dans son assiette. Il est très ouvert à cela. Et il a compris que le prix n'était pas une valeur, que la valeur était ailleurs. Et une fois que vous êtes capable de montrer par transparence d'où vient le produit, comment il a été transformé, il est très facile pour le cuisinier ensuite de donner de la mémoire à de l'éphémère, parce que la cuisine, c'est donner de la mémoire à de l'éphémère. D'accord. Who are some of the other chefs? Who are some of the other chefs that you talk with? You know, is there a sort of group, if you will, of other chefs that you talk to have best efforts, or to strategize with to try and sort of hack this problem, quote unquote, together, so that it's not just you and your sort of factory trying to come up with the solutions all on your own? Vous avez raison. Aujourd'hui, les chefs sont
plutôt mobilisés. Alors il y a les chefs qui sont plutôt mobilisés de façon cosmétique. On travaille en t-shirt, on montre on parle de permaculture. Et puis il y a des chefs qui sont impliqués depuis de nombreuses années. Je pense à Arnaud Daguin, qui parle des sols vivants. Sans sol vivant, il n'y a pas de produits vivants. Donc tous les produits que vous consommez ne seront pas bons pour votre santé. Il y a des gens comme Olivier Rollinger qui travaillent sur la ressource maritime, comment pêcher dans une pêche durable pour ne pas épuiser les océans. Et il y a des gens comme Michel Brasse qui ont beaucoup travaillé sur cette notion du végétal. Et on sait très bien que tous ces chefs qui aujourd'hui vont s'impliquer dans une cuisine beaucoup plus flexitarienne pourront faire bouger des rigidités sur la consommation de protéines animales. Aujourd'hui, c'est du bon sens de dire qu'il faut devenir flexitarien. Donc, l'ensemble des chefs que j'ai évoqués, aujourd'hui, ont une carte flexitarienne. 80% végétale, 20% protéines animales. Parce que 2050, 9 milliards 7 d'individus, ce qui nous manque, c'est de l'eau. Donc, il faut arrêter avec cette protéine animale consommée de façon excessive et produite de façon excessive. Mais aujourd'hui, les chefs sont très mobilisés et je reviens sur le travail d'Arnaud Daguin et sur les sols vivants. Il y a 3 semaines, nous étions dans le Gers, j'étais dans le Gers, et un agriculteur qui depuis 30 ans travaille sur les sols. Et il explique que si nous ne replantons pas des arbres, les sols vont mourir. C'est l'arbre qui fait la terre. Et on a énormément d'exemples en France où le sol est mort. Donc il est très facile pour un groupe comme Monsanto de parler de glyphosate. Mais si les sols étaient vivants, le glyphosate serait une anecdote. Vous voyez ce que je veux dire? Ce qui est très important, c'est de militer pour travailler sur une agriculture beaucoup plus responsable, c'est-à-dire refaire des sols vivants. Si je vous donne un exemple sur les blés de la Beauce, les blés de la Beauce, c'était 2 tonnes de lombic à l'hectare. Le lombic est un ver de terre, comme ça, qui vivait dans le sol parce que le sol était riche et donc produisait un blé de qualité. C'était 1954. En 2018, il reste 200 kilos à l'hectare. Le sol est mort. Donc pour que pousse du blé sur cette terre, on y ajoute des intrants chimiques. Et ces intrants chimiques, vous les consommez. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, il y a un certain nombre de jeunes agriculteurs qui remettent de la terre en jachère, qui retravaillent sur des permacultures pour redonner du sens à cette terre que nous a prêtée nos enfants. C'est plus la nôtre. Donc il faut comprendre ça. Et évidemment que les chefs sont mobilisés. Pourquoi? Parce que, très honnêtement, c'est notre fonds de commerce. S'il n'y a plus de produits, il n'y a plus de cuisine. Et s'il n'y a plus de cuisine, il n'y a plus de lien social. Ouais. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que si on parle d'agriculture, si on parle d'environnement, si on parle de food, si on parle de food tech, il faut travailler sur la formation. Il faut repenser la formation professionnelle. C'est-à-dire qu'un cuisinier doit avoir quelques connaissances en sciences, quelques connaissances en agriculture pour comprendre d'où vient le produit qu'il transforme. Et le vrai cuisinier qui est techniquement bon, c'est celui qui attend ce que lui a rapporté son jardinier. C'est lui le vrai créateur. C'est lui qui va faire en sorte que ces plats, vous vous en souveniez. Vous voyez, c'est tout un changement après un XXe siècle qui a été abondant, tristement abondant d'ailleurs, où un restaurant du XXe siècle, c'était 5 entrées, 5 poissons, 5 viandes, 5 desserts. Complètement fou. Aujourd'hui, c'est plus du tout ça, mais il reste quand même une énorme marge de manœuvre pour acter ça plus profondément avec le consommateur. C'est le consommateur qui doit être militant, sinon il aura toujours la cuisine qu'il mérite. D'accord. So, my wife and I have had the good fortune of living in this wonderful country of France, in the city of Lyon, the past 2 years, and have seen, the wonderful cuisine that is world-renowned that is here in France. And given that the French culinary style is revered around the world, what role do you see France playing on a global scale
to influence the world in its culinary traditions to be both delicious and more sustainable? Le rôle de la France, il est assez simple. D'abord, la France est riche d'une histoire gastronomique. Et la gastronomie est une planète assez large, mais elle est très riche de cette histoire gastronomique. Elle est riche d'une agriculture. Aujourd'hui, elle doit montrer l'exemple. Et si elle doit montrer un exemple, c'est qu'elle doit être capable de mettre au niveau de l'Europe, ce que j'ai évoqué précédemment, une échelle de valeur sur ce qu'est un bon produit. Je reviens là-dessus, peut-être que c'est à cause de mon grand âge, je radote un peu, mais il faut faire cette échelle de valeur. Il faut que chaque consommateur, chaque cuisinier, chaque amateur de cuisine, quand il achète une pomme, il en connaisse l'impact social et l'impact environnemental. Il faut créer cette petite échelle. Arnaud Daguin appelle ça l'échelle de riche terre. C'est très intéressant parce que quand j'ai rencontré Arnaud, on parle beaucoup de ça, mais il a raison, il faut descendre cette petite échelle de valeur qu'il est très facile de mettre en place pour dire à l'Europe, voilà, un produit qui va rentrer en France, on sera capable de mesurer son impact social et son impact environnemental. Quand vous achetez un kilo de pommes, combien elles ont été payées à l'agriculteur? Et de déconsidérer le prix dans le food. Le prix n'est pas une valeur. Warren Buffett, la valeur est ailleurs. Donc il faut retravailler là-dessus pour arrêter cette compétition complètement folle sur le coût des matières premières. Évidemment qu'en tant que citoyen, on doit se dire mangez mieux et mangez moins. Mais est-ce que c'est encore acceptable au XXIe siècle d'avoir des chaînes de fast-food qui vous fournissent encore des nuggets par tonne quand vous voyez les conditions de vie de ces poulets, vous vous dites, mais est-ce que nous avons besoin de ça? L'impact environnemental de ça est fou. Si ce ne sont pas les consommateurs qui décident de ne plus les manger, eh bien, ça ne s'arrêtera pas. Ça ne s'arrêtera pas. Et je me souviens d'un humoriste français qui avait une phrase très comique. Il disait « Il suffirait qu'on ne l'achète plus pour que ça ne se vende pas ». C'était Coluche. Yeah, I'm curious, and maybe some of the other people in the audience are curious. Where do you look for inspiration? Since you have this wonderful career, you've developed this incredible reputation. Where are some of the places around the globe, or possibly even locally, where you look for inspiration, both for flavor and for new ways to deliver food in a more sustainable way? Beaucoup de pays m'ont inspiré. J'ai passé 5 années de ma vie au Japon. Ça fait 23 ans que je travaille au Japon. Et c'est vrai que la relation avec la nature, je l'ai peut-être redécouvert au Japon. Et en pensant que quand j'ai travaillé dans la cuisine du kaiseki, je me suis dit, mais je suis un ignorant. Qu'est-ce que la nature me donne? Et ce que la nature me donne, je n'ai pas le droit de l'abîmer. Ça, c'était pour la partie apprentissage du métier, parce que le métier de cuisinier, il est simple. Il est de donner un confort de dégustation à un produit tout en restant au plus près du goût originel. Donc c'est simple. Donc il faut maîtrise du geste, coupe juste, goût juste, maîtrise du feu, maîtrise du temps. C'est ça mon artisanat. Mais par contre, pour créer, il faut que je sois capable de projeter très loin. Et c'est pour ça qu'à l'Université d'Orsay, au Centre français d'innovation culinaire, nous projetons très loin la gastronomie de demain. 2050. 2050, comme je le disais, on imagine 9,7 milliards d'individus. Peu d'eau. Donc ça veut dire que dès maintenant, dans toute ma conceptualisation de cuisine, dans toutes mes créations, je dois tenir compte de cela. Comment je récupère des eaux végétales? Comment je réétudie une tomate? Une tomate, je me dis, mais les chercheurs me disent, vous savez, c'est 90% d'eau. La peau, c'est du lycopène. La chair, c'est une chair et une fibre. C'est intéressant. Avec ça, vous pourriez faire 3 plats. Donc, il faut repenser les choses comme celle-là et puis projeter loin pour essayer d'entrevoir des choses nouvelles. La magie de la recherche en cuisine, c'est qu'on a le droit d'avoir des cahiers d'essais. Or que tout mon métier se construit sur des cahiers de recettes. Alors on change 1 gramme ou 2 de ci ou de cela et on dit qu'on est innovant.
On a juste changé de posture, mais on n'a pas changé profondément les choses. Or que dans la recherche, effectivement, cette autorisation à se tromper, à aller un petit peu plus loin que ce qui a déjà été fait, nous permet de créer des choses nouvelles. Quand je vous parlais de donner de la mémoire et de l'éphémère, quand on déguste un plat et que vous passez un IRM à ce moment-là, on voit les zones de votre cerveau qui sont dans l'émotion. Si vous n'êtes pas capable de produire ça, ce n'est pas très intéressant. Donc, il faut l'étudier, il faut se permettre cela pour pouvoir être innovant. Mais, très honnêtement, plus j'avance dans mon métier, plus le biomimétisme m'intéresse. La nature m'intéresse, parce qu'aujourd'hui, quand je regarde une tomate ou un grain de raisin, j'imagine peut-être que cette peau, si je sais en faire une polymérisation, eh bien, j'aurai peut-être le contenant qui remplacera le PVC. Vous voyez, c'est toutes ces choses qui nous permettent de travailler en cerveau collectif. La solution n'est pas uniquement chez le cuisinier ou l'artisan des métiers de bouche, elle est dans le partage des compétences. Si je ne travaille pas avec des agriculteurs, si je ne travaille pas avec des chercheurs, si je ne travaille pas avec des hommes et des femmes de santé, je ne peux pas faire évoluer ma cuisine. Donc quand on me dit qu'il ne faut plus de sel nitrité, eh bien voilà quelque chose d'intéressant, de dire oui, il faut arrêter ces modes de conservation pour les viandes. Et aujourd'hui, tous les produits dont j'ai besoin de conserver, je n'utilise plus le sel nitrité. Mais il faut pouvoir travailler dans ce cerveau collectif. Ça veut dire que demain, il faut inventer le centre de formation professionnelle qui correspond au métier de l'alimentation. Et pas croire qu'on doit former des chercheurs et des cuisiniers de façon indépendante. À un moment donné, il faut se reconnecter pour continuer à progresser. D'accord. I mentioned Chef Dan Barber from America earlier. He wrote a really interesting book called The Third Plate, which if you haven't read, I highly encourage everyone to read. It's a really fascinating book. And in the book, at the very end, I thought it was really smart. He created what he called a menu of the future, what he envisioned to be an ideal list of products and ingredients that he hoped to one day to be able to work with easily and affordably so that he could provide people with a deal that he thought maximized both the flavor profile of the dishes he wanted to create and do so in a way that he believed to be sustainable. I'm curious if you've ever thought about creating such a menu, and then maybe you could talk a little bit about what that might look like if you have some thoughts. Barber a raison, le menu de demain, le menu idéal, chacun l'a dans son cœur par rapport à ses émotions personnelles. Moi, je voudrais aller un petit peu plus loin. C'est sur la formation de nos collaborateurs. Et oui, on peut imaginer quel plat pour demain. Par exemple, en ce moment, nous travaillons sur les farines de lentilles, les farines de pois chiches, qui remplacent avantageusement les protéines animales. Mais je crois qu'il faut se pencher sur la connaissance et sur la formation des gens qui vont faire la cuisine et leur donner cette possibilité de s'exprimer par eux-mêmes. Mais il faut leur donner la base de la connaissance. Sinon, ils vont continuer à commander des produits sur Internet qui feront 10 000 km. Ça n'a pas de sens. Donc il faut entrevoir avec des chefs comme Barber, mais énormément d'autres, cette possibilité de repenser la formation professionnelle pour la ressource métier dans le monde du food. Ça, c'est, à mon avis, l'essentiel du menu de demain. Et puis, la connaissance, travailler sur la connaissance. Si je dois imaginer le menu de demain, alors je dois imaginer l'école de demain. Je voudrais que nos enfants, nos petits-enfants, puissent, quand ils vont apprendre à lire, à écrire et à compter, avoir une relation avec la nature. Et pour avoir une très jolie relation avec la nature, il faut la cuisiner. Il faut apprendre la saison. Il faut apprendre la valeur du produit, son goût, par qui il a été fait. Et ça, je crois que ça bouleversera la planète food. Mais si on continue à séparer les riches et les pauvres, et des gens de plus en plus pauvres et des gens de plus en plus riches, ça sera très compliqué. Oui. Donc ça veut dire qu'il faut travailler sur l'approche sociale de la formation,
Parce que si nous voulons faire un consommateur militant, il faut l'instruire. Et là, sur cette planète, il y a encore trop de personnes qui n'ont pas l'accessibilité à la connaissance. D'accord. Since we're getting to the end of our time here, I thought this would just be a nice opportunity for you to share any additional thoughts that you were interested in, letting all of us, into your mind as what's important to you, or the message you're trying to bring to an audience today that's clearly interested in learning about our food system, its challenges, and the ways in which we can all play a role as consumers to help change things now from a climate perspective, and also, still have the meals that we love. Vraiment, si on devait retenir de notre entretien, et on est entre amis ici, entre amis de la planète et entre amis du food, c'est de retenir cette idée d'échelle de valeur, de recomposer une façon moins verticale de consommer. Aujourd'hui, dans les territoires français, on commence à produire de façon plus horizontale, ce qu'on appelle des économies symbiotiques, pour avoir des produits qui coûtent moins cher en impact environnemental et beaucoup plus efficaces dans l'alimentation de nos concitoyens. Mais très honnêtement, nous devons tous militer pour que sur chaque ingrédient que nous achetons, on soit capable de mesurer l'impact social et l'impact environnemental. Parce que tout ça va nous conduire à une amélioration considérable de la protection des sols, de la protection de ces personnes qui travaillent les sols, qui ne se croient pas assignées à appartenir à un grand groupe comme Bayer et Monsanto. Ce n'est pas la vie. Et aujourd'hui, si nous ne faisons pas attention par notre militantisme, eh bien on croit que le débat, c'est le glyphosate. Or que le débat n'est pas le glyphosate, le débat est de retravailler pour que les sols soient vivants, pour qu'on puisse replanter des arbres, retracer des parcelles un peu moins grandes pour éviter de faire 300 ou 400 hectares de maïs qui produisent et qui impactent trop lourdement notre planète. Ladies and